Bonjour, aujourd'hui, nous recevons à l'émission Griot and moi quelqu'un de très spécial. Alors, mon nom est Patrick Auguste et donc c'est une nouvelle édition de ces épisodes de Griot en moi. Et aujourd'hui, ça va être le docteur Kalula Kalambay, qui est déjà avec nous d'ailleurs. Comment allez-vous, docteur? Je vais très bien, merci Patrick pour l'opportunité d'échanger. Je suis heureux de te voir en déconfinement. Alors, docteur Kalula Kalambay, quand est-ce que vous êtes arrivé, vous avez émigré au Canada? Alors, ça s'est passé en deux étapes. La première étape, je suis venu laisser les enfants ici en 2001, donc à l'école. Et puis après, moi-même et mon épouse, on est venu s'installer définitivement en 2013 quand j'ai fini mon travail avec l'OMS. Donc, on est là depuis 2013, ici à Gatineau. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici pour y vivre? Alors, bon, je connaissais le Canada depuis les années 85-6 et là, ça m'avait frappé parce que j'avais étudié aux États-Unis, j'avais fait ma maîtrise en santé publique aux États-Unis. Et à l'époque, pour des raisons professionnelles, donc je suis venu au Canada et là, j'avais vu toute une différence dans l'ambiance sociale, dans le contact humain. Et quand le moment était venu de choisir où envoyer mes enfants, donc je les ai envoyés ici au Canada. Et puis après, en 2013, donc quand finalement on est venu s'installer définitivement, on a trouvé qu'il y avait dans la région, parce qu'on ne connaissait pas la région au départ, donc on a trouvé que c'était une région dynamique, jeune, en train de s'ouvrir et surtout à l'immigration. Donc voilà, c'était assez paisible, assez accessible, et on est venu à Gatineau justement parce que c'est un peu une ville à la taille humaine par rapport à Toronto où les enfants étaient au départ. Très bien. Et de quel pays vous veniez encore, bon, et précisément? Oui, je suis du Congo, Kinshasa, du Congo, de la République démocratique du Congo. Mais c'est un pays qui m'a vu donc naître et j'y ai travaillé jusqu'en 89. Donc en 89, j'ai quitté temporairement le pays, mais pour 30 ans parce que j'étais fonctionnaire international. Donc ce qui fait que j'ai eu également après mon propre pays, après avoir vécu dans mon propre pays, j'ai eu également la chance de vivre dans d'autres pays africains. Et où j'ai eu différentes affectations dans différents pays et avant de venir donc au Canada. Je sais que ça remonte à longtemps, docteur Kalula Kalambay, mais est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu de un ou deux des principaux défis que vous avez dû surmonter après votre arrivée ici? Alors, en termes de défis, vous savez, à cause de cette expérience internationale, j'avais un peu une certaine ouverture dans la connaissance des sociétés différentes de la nôtre. Donc, les grands défis, en effet, a été celui d'accompagner les enfants à avoir à changer leur statut d'étudiants étrangers au national. Donc ça a été un grand défi, effectivement. Avec les trois enfants, ils ont eu ils sont passés par des moments assez difficiles. Ça, effectivement, au niveau de la famille, ça nous a affectés. Mais de manière générale, ayant eu cette expérience de 30 ans en train de changer de pays et de nous adapter aux différents environnements, on n'a pas relevé véritablement des défis particuliers en dehors de celles-là que je venais de citer. Très bien. Et donc, bon,
Vous avez parlé des enfants qu'il fallait accompagner. Et quelles étaient vraiment leurs difficultés? Est-ce que vous vous rappelez précisément où vous avez dû les aider là, à ce qu'ils puissent s'adapter mieux? Oui, alors, donc, dans un premier temps, quand ils sont arrivés en 2001, ils avaient 16, 15 ans, et puis la petite est venue après, quand elle a eu 14 ans, je crois. Et nous les avons mis dans un pensionnat, donc à l'internat, comme on dit. Et, mais c'était à Toronto, donc c'était du côté anglophone, tout simplement parce que, en Afrique, ils avaient eu cette occasion, cette chance d'être aussi bilingues. Et donc, quand on est arrivé, on cherchait à trouver une école, un internat, donc une pension ou un pensionnat. Et là, on en avait trouvé à distance. Donc, d'abord à Vegreville, c'est la petite ville très loin aux côtés d'Edmonton, parce qu'on avait fait l'application par Internet, donc on ne connaissait pas très, très bien où ça se trouvait. Et quand on est venu, on a vu vraiment que c'était loin de tout et dans l'arrière-pays. Donc, on a dû changer et puis trouver une autre école au niveau de Toronto. Et c'est là à Kingsway College, donc c'est là où ils ont étudié, terminé leur premier cycle. Dans les défis qu'ils ont eus, véritablement au niveau de l'école, de la formation, pas tellement grand-chose, Là, encore une fois, ils étaient déjà plus ou moins globalisés. C'était des enfants qui ont passé le temps à changer d'école, à changer de pays. Donc, ils avaient également cette facilité d'intégration. Il n'y a pas eu véritablement un grand conflit d'intégration. Au contraire, ils ont fait très, très rapidement des amis et ils sont devenus très vite opérationnels. Mais c'est le grand défi, comme je l'ai dit, c'est au moment où il a fallu, parce qu'à un moment donné, on a décidé de s'établir ici, parce que le pays, continuait à vivre certaines difficultés institutionnelles. Alors là, ils ont pu refaire le chemin de l'intégration, donc de l'introduction de dossiers pour maintenant être d'abord résident, ensuite être canadien. Ça a été un long processus. Ça a eu un peu à travailler sur leur mental. Et c'est toujours plein de défis à leur niveau. Mais en ce qui nous concernait, on venait le voir régulièrement. Il venait nous visiter en vacances dans les pays où on était en affectation. On n'avait pas véritablement de difficultés de ce côté-là, ni au niveau de l'intégration dans la communauté, dans la société, ni au niveau de leur propre intégration au niveau scolaire. C'est ça. Donc, docteur Kalamba et Kalula, ça fait quand même, depuis 2013, ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans la région ici. Est-ce que vous avez constaté des changements dans la vie à Ottawa, dans la région d'Ottawa en général? Quels seraient-ils? Bon, il est vrai que quand on est passé ici il y a 20 ans, quelque chose par là, c'était Gatineau essentiellement, c'était une petite bourgade, c'était une petite ville par rapport à Ottawa qui était en pleine expansion et à l'époque d'ailleurs, la ville était en train de s'étendre vers Orléans. Mais on avait choisi Gatineau parce que c'était un peu une banlieue à l'époque, il n'y a pas longtemps véritablement. Et quand nous avons choisi notre maison ici, c'était en plein dans le bois, on était très très contents. Aujourd'hui, le développement est phénoménal. Donc, la ville est en train de prendre une expansion terrible. Donc, c'est toute une autre ville qui se passe. Il y a tout un autre dynamisme qui s'imprègne dans la communauté. Et également, ce qu'on a pu voir, c'est l'augmentation de la population à descendance africaine. Et ça devient une masse critique assez importante.
il y a beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on a apprécié de voir que la ville aussi est en train de prendre une certaine identité d'ouverture avec les autres communautés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques 20 ans derrière. Je sais, docteur Kaloula, que parmi vos activités, vous êtes un écrivain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités en général, comment vous occupez votre temps et le rôle que vous avez dans la région? Le besoin d'écriture a commencé très tôt, très jeune. Je crois que c'est ce besoin de témoigner. Il est vrai que ayant été élevé dans l'oralité, à un moment donné, il y a ce besoin de structurer la pensée, de la garder telle qu'elle a été dite par l'auteur. Et donc, j'ai commencé depuis très jeune, dans les années 77, à écrire toujours mes réflexions. Et surtout quand je me suis retrouvé dans mon premier poste en tant que médecin de brousse, il y a eu tellement de défis que j'ai commencé à écrire ça et j'écrivais ça en poésie essentiellement. Donc, toutes ces réflexions. Et j'ai gardé donc cette habitude tout le long de ma vie où je documente régulièrement les différentes réflexions. Et une fois à la retraite, donc, j'ai dû faire cette reconversion professionnelle et me mettre maintenant de manière plus active à l'écriture pour permettre également de témoigner, de garder une certaine empreinte, de passer le flambeau aux jeunes de manière plus objective. Et comme la mémoire s'est diluée avec le temps, donc cet exercice d'écrire au régulier est très important parce que ça permet comme ça de cristalliser la pensée tout le long. Et une fois arrivé ici, il est vrai que, je dois le dire, il est vrai que sur le continent, il n'y a pas beaucoup d'instruments d'accompagnement pour les personnes qui veulent écrire. On doit passer par l'Europe quand on veut publier en Afrique. Et ça, c'est une très grande limitation. Alors, quand je suis arrivé dans la région, j'étais agréablement surpris parce que j'ai trouvé une activité culturelle très dynamique, c'est-à-dire l'association des auteurs et auteurs de l'Outaouais, et puis à l'association des auteurs de l'Ontario française, de l'autre côté. Et j'ai trouvé un tel dynamisme que ça a été très positif pour nous, parce que mon épouse écrit également. Ça a été très positif pour nous d'accélérer le processus d'écriture. Alors là, le compagnonnage, le contact avec les auteurs déjà, des auteurs chevronnés qui maîtrisaient bien l'outil, a été très bénéfique pour nous stimuler dans cet exercice d'écriture. Mais le besoin principal, c'est véritablement de passer le flambeau, de témoigner, de documenter nos expériences pour permettre d'outiller les jeunes générations qui viennent. Comme ça, ils ne refont pas les mêmes erreurs que nous avons faites, mais qu'ils tirent le maximum de profit de notre expérience de vie. Très bien. Alors, docteur Kaloula Kalambay, en parlant de vie justement, qu'est-ce que la vie vous a appris sur vous et sur les autres? C'est une très belle question et elle est profonde en plus. D'abord, sûrement la première chose que j'ai dû apprendre, c'est que au contact des différents défis de la vie, y compris dans le cadre professionnel, c'est d'avoir cette humilité, cette simplicité pour nous permettre de comprendre non seulement notre fragilité,
mais aussi qui nous permet d'aller à l'encontre de l'autre. Donc, quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est vraiment cette quête de l'humanité, hein, et ceci à travers chaque geste de la vie. Des autres, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu, ça il faut l'avouer. Il y a beaucoup de générosité en face, et elles viennent de personnes de n'importe quel niveau. Ce n'est pas vraiment la condition sociale qui fait la valeur des gens. J'ai eu, de par mon travail, non seulement dans mon pays où je m'occupais de la santé rurale, mais aussi au niveau africain où j'ai été en contact avec les paysans, j'étais en contact avec les gens qui habituellement on regarde avec un regard de mépris parce qu'ils n'ont pas été à l'école du blanc, et d'ailleurs qu'on traite de paysans, etc. Il y a tout un ensemble de noms pour diminuer ces êtres-là. Mais au contact de ces personnes authentiques, j'ai beaucoup appris sur les valeurs de l'humain, j'ai beaucoup appris sur les possibilités d'apprendre de l'autre. Et ceci m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que je suis toujours, et j'essaie d'ailleurs, d'être toujours à l'écoute de l'autre, d'être assez humble pour écouter l'autre et servir l'autre. C'est surtout pour mieux servir l'autre. Je crois que c'est un peu ça l'objectif, c'est d'être au service de l'autre, mais en connaissant, donc en prenant le temps de se connaître soi-même. Et les autres nous servent de réflecteurs, nous permettent de nous connaître, parce que de ces interactions, ça nous permet d'avoir un retour qui nous permet d'aller chercher en nous-mêmes ce que nous pouvons faire pour les autres. D'accord. Et docteur Kalula Kalambay, quel conseil vous donneriez à la jeunesse qui arrive, la prochaine génération, on va dire? Il y a des grands défis pour la prochaine génération, c'est surtout celle que nous avons ici, parce qu'elle a perdu le filet social, le filet traditionnel qui faisait qu'elle était imprégnée sans effort. On a été imprégné sans effort dans la transmission des valeurs humaines pour créer l'homme. Et ici, ils ont des grands défis parce que d'abord, les parents qui sont jeunes aussi doivent se positionner économiquement. Et ceci fait que l'interaction entre parents et enfants se passe à des moments assez réduits, et ça devient de défis parce que ça se traduit dans les ordres, les instructions, des choses comme ça. Ensuite, il y a un autre défi, c'est qu'ils n'ont pas un seul canal de réception des messages. Ici, il y a une diversité d'émetteurs qui font qu'ils se retrouvent dans une certaine confusion. Ils ne savent pas véritablement avoir la capacité de développer des filtres pour saisir effectivement l'essentiel des messages qui viennent. Et quand on y ajoute maintenant la pression technologique avec tout ce que ça a comme possibilité de véhiculer des messages non vérifiés, hein, qui sont devenus d'ailleurs fameux ces derniers temps parce qu'on parle de fake news, et qui se passe à tous les niveaux et au niveau le plus élevé. Donc, la confusion est totale. Je me mets à leur place et je vois combien le défi va être important pour eux. Maintenant, ceci étant, je crois qu'il nous appartient, à nous, de la génération qui passe, de préparer les outils, de préparer des messages. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est lancé dans l'écriture, et notre maison d'édition, c'est l'empreinte du passant. Quelle empreinte devions-nous laisser pour que nos enfants puissent au moins avoir des balises? Et c'est là où je crois que les aînés que nous sommes ont cette obligation de leur transmettre ces valeurs de manière apaisée,
pas toujours dans une démarche conflictuelle entre celui qui connaît et qui donne des instructions aux jeunes qui, eux, pensent qu'ils connaissent mieux que leurs parents, peut-être parce qu'ils manipulent plus facilement les outils électroniques et qu'ils trouvent que leurs parents sont peut-être un peu illettrés là-dessus. Et dans ce cadre-là, justement, Dr. Kalambaye, qu'est-ce que vous recommanderiez à cette nouvelle génération? Quelle attitude vous leur recommanderiez d'avoir? D'ouverture, d'humilité et d'ouverture. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que quels que soient ces outils qu'ils possèdent ou c'est cette folie de grandeur qu'ils ont parce qu'ils ont des images qui leur reflètent ça, je crois qu'ils doivent développer beaucoup d'ouverture pour écouter et une fois écouté de manière apaisée, essayer de choisir sa voie. Ça, c'est le grand défi. Et pour ce faire, je pense que les aînés devront trouver des canaux de communication pour les aider à l'écoute. Absolument. Dernière question, Dr. Kalula Kalambaye. Que signifie pour vous l'expression « le griot en moi » ? Le griot, vous savez qu'au départ, le griot sur le continent, c'est celui qui possède la sagesse populaire. C'est lui qui joue le rôle de la bibliothèque sociale. Donc, pour moi, ce thème, en effet, m'interpellerait parce que c'est de dire qu'est-ce que moi j'ai à transmettre à la génération qui vient. Qu'est-ce que j'ai à apporter dans ma société nouvelle, dans notre interaction. C'est-à-dire que le griot en moi, pour moi, véritablement, c'est cette interpellation de rentrer dans cette dynamique du donner et du recevoir. Qu'est-ce que je peux, moi, avec ce que je possède, que je dois valoriser et que je devrais apporter pour l'émancipation de l'autre et de la communauté dans laquelle je me retrouve. Voilà ce que le griot à moi voudrait dire. Merci beaucoup, Dr. Kalula Kalambaye. Merci beaucoup, Patrice. C'est très gentil de nous avoir associés à cet exercice du partage. Et je pense que c'est aussi d'autres outils pour permettre d'accompagner nos jeunes, notre jeune génération, par ces échanges. Et je crois que c'est un bel instrument qu'il faut soutenir.